Tout Smart. Merci à tous d'être présents ce matin pour ce Smart Talk qui est un format qu'on lance avec Tout Smart. L'idée là, c'est d'introduire un peu sur le sujet et ensuite n'hésitez pas à poser vos questions, comme je disais dans le chat qui est en bas à droite de votre écran. J'y répondrai au fur et à mesure puisque ce matin, l'objectif c'est de mettre à disposition quelqu'un de Tout Smart, qui est moi-même, pour répondre à vos questions et vous aider à débloquer des projets de transformation digitale que vous pouvez voir dans votre quotidien. Et pour démarrer, donc je vais me présenter. Donc, je suis Cyril de Saint-Paul. J'ai travaillé depuis quelques années sur des sujets digitaux assez transverses, des sujets de site internet, de transformation, de digitalisation des process. Enfin, vraiment, j'ai travaillé sur un spectre assez large et ça, je l'ai fait avec des structures aussi qui sont différentes les unes des autres. Donc, j'ai accompagné des petites structures, hein, des startups au démarrage, des startups un peu plus avancées, PME et groupes. Et à chaque fois, dans ces projets digitaux que j'ai pu être amené à travailler, il faut avoir une méthodologie qui est adaptée, puisque on va pas discuter avec quelqu'un qui gère 200 personnes et une personne qui est avec 10 personnes dans son équipe. On va pas discuter avec eux de la même manière. Elles n'ont pas les mêmes enjeux, elles n'ont pas les mêmes problématiques, pas les mêmes budgets. Et donc du coup, ma méthodologie de travail sur les sujets digitaux, elle est très pragmatique. L'idée, c'est d'amener la culture de l'innovation, d'amener de la veille et d'adapter surtout les solutions digitales aux personnes et aux process qu'on a en face, puisque sur le digital, on peut faire beaucoup de choses et l'intérêt, c'est de savoir placer le curseur. D'où cette session où on veut parler questions-réponses avec vous. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait chez ToSmart. Aujourd'hui, ToSmart, on est une petite vingtaine, des clients un peu partout en France et on crée des applications métiers sur mesure. On innove sur 3 sujets. Le premier, c'est l'usage. On part toujours de l'usage, comprendre comment les gens travaillent, leur process, pour derrière digitaliser et co-construire avec nos clients des outils qui soient performants. Le deuxième point la deuxième innovation qu'on apporte, c'est la technologie. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en no-code et low-code, ce qui nous permet d'automatiser des tâches et d'amener de la valeur sur le temps de mise en prod. Aujourd'hui, un développement spécifique sur une application métier, ça peut prendre 6 à 9 mois. Avec du no-code, low-code, on peut prendre 1 à 2 mois. Forcément, la mise en place est beaucoup plus rapide. Et le troisième point sur lequel on innove, c'est notre business model. C'est aujourd'hui, on vend nos applications en abonnement, ce qui permet d'intégrer les frais d'investissement, les frais de maintenance, les frais d'automatisation et donc du coup de lisser le budget dans le temps, ce qui permet à nos clients de ne pas avoir à sortir de grosses sommes pour travailler avec nous et de notre côté de partager le risque puisque forcément on gagne dans le temps, nous, financièrement. Et donc, au démarrage, c'est nous qui investissons pour le client. Ce qui est un gage de notre volonté d'être en partenariat et de travailler dans le temps avec nos clients. Le deuxième point, c'est les bénéfices. On crée toujours des applications, nous, quand elles peuvent apporter de la valeur, que ce soit du gain de temps, qualité de données, gain de productivité. On a, dans nos cas, en fait, toujours cette notion de retour sur investissement. On ne crée pas d'application pour le loisir, puisque on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, le Covid, la guerre et les futures crises qu'on va voir. Les projets digitaux sont de plus en plus accompagnés d'une notion de retour sur investissement. Et ça, nous, c'est le cœur de nos recommandations. Et du coup, comment on le fait? On le fait avec trois services. Le premier, c'est Process Thinking Smart. Donc, on va schématiser votre process, donc accompagner nos clients, comprendre comment est-ce qu'ils travaillent, pour pouvoir où est-ce qu'on peut digitaliser, où est-ce qu'on peut automatiser des tâches et faire gagner du temps. La deuxième brique, la création d'applications, c'est notre cœur d'activité. Aujourd'hui, on a un parc de 70 applications qui tournent chez nos clients, des applications différentes les unes des autres, puisque c'est du sur-mesure. Et le dernier point, c'est le Digital Lab externalisé, où on est le bras droit armé de la DSI
pour accompagner les métiers à se transformer et aller les voir, comprendre comment ils travaillent, où est-ce qu'on peut digitaliser, créer des applications pour automatiser et simplifier les process. Et, euh, et donc, du coup, si jamais vous avez des questions sur ce qu'on fait chez ToSmart, n'hésitez pas. Je peux aussi répondre maintenant, ou bien vous aurez mes coordonnées plus tard pour discuter en direct de tout ça. J'ai parlé du no-code. Aujourd'hui, le no-code, ce qui peut aussi orienter vos questions, que je vous invite à poser dès maintenant dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. On a aussi demandé, nous, à nos clients en amont, 2-3 questions et on en a eu certaines. Donc, du coup, ça permettra aussi d'y répondre pour voir ce qui se fait dans d'autres entreprises par rapport à vos problématiques. Le marché du no-code, nous, c'est un virage qu'on a voulu prendre puisque no-code et low-code sont une évidence aujourd'hui, puisque on voit là sur cette courbe au milieu qu'on n'est pas sur un effet de mode, mais plutôt sur une nouvelle technologie qui vient compléter les autres. Le no-code ou le low-code ne va pas remplacer les développements spécifiques, ce sont deux méthodes différentes. Par contre, on voit qu'elles répondent à un vrai besoin quand on voit ces chiffres-là, avec les pourcentages d'échecs dans les projets informatiques à gauche 70% et le 97 millions de pertes sur les investissements, sur chaque milliard investi. On voit que les projets digitaux, c'est des projets qui parfois prennent du temps, qui peuvent coûter de l'argent. Et donc, si on a un échec, bah, forcément, c'est compliqué. Le no-code, par sa rapidité de mise en place et sa simplicité, permet de contrecarrer ça. Ça s'applique pas forcément à tous les projets, mais en tout cas, il y a un vrai intérêt à aller sur ce terrain-là, sur certains sujets, d'autant plus qu'on voit en dessous le nombre d'outils qui sont utilisés chez nos clients, enfin chez les entreprises, et le nombre de salariés qui utilisent des outils non autorisés par la DSI. Ça, c'est une vraie problématique qu'on a. On accompagne pas mal de DSI sur ces sujets-là de comment est-ce qu'on redonne de l'autonomie au métier tout en ayant une visibilité sur ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le shadow IT dans le terme technique, c'est le shadow IT. Et donc, du coup, nous, on accompagne justement sur ces problématiques-là d'arrêter de chapeauter trop les métiers, donc leur laisser de l'autonomie, mais tout en étant dans le spectre de l'IT. Et donc, du coup, après cette introduction, je vais vous laisser poser vos questions, et je vois qu'il y en a des gens qui se connectent aussi. Je vais vous laisser poser vos questions sur des problématiques que vous rencontrez, sur lesquelles je peux répondre en direct. N'hésitez pas à poser, que ce soit des problématiques de transformation globale, des problématiques d'applicatifs, des problématiques web. Je pourrais y répondre. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vous ouvrir sur des problématiques que vous rencontrez et pourquoi pas vous amener les clés pour faire avancer vos projets. Vous avez le chat, je le répète, juste en bas à droite. Je vais vous envoyer un message. Il est ici. Normalement, vous devriez recevoir mon petit message. Je vous laisse poser vos questions et en attendant que vous écriviez les premières, comme je le disais, on a demandé à nos clients enfin, clients et prospects, on a aussi d'autres personnes qui ont travaillé pas encore, quelles étaient les questions qui leur semblaient pertinentes à aborder ce matin. Et je vais commencer par la première. Comment choisir la technologie adaptée à mon projet et mon budget? Ça, c'est une question qu'on nous pose de temps en temps, et c'est plus souvent des profils tech qui posent cette question-là, puisque nous, on a une logique derrière notre méthode de travail et notre organisation qui est pas forcément de choisir une techno pour un client, mais plutôt de partir de l'usage pour ensuite choisir la techno. Donc, la méthode que je recommande là-dessus, c'est de partir du besoin, comprendre comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que les utilisateurs travaillent, et ensuite tirer tout le process, le schéma, comprendre. Pour ça, il faut discuter avec eux, faire des ateliers, des interviews, et ça va vous donner une vision précise de là où il faut aller. Une fois qu'on aura cette visibilité, ce process,
on va pouvoir le traduire en fonctionnalité. Donc, si je donne un exemple type, c'est on a un formulaire terrain, donc quelqu'un qui est sur le terrain à prendre des notes sur du papier. On va schématiser, on va discuter, on va comprendre quelles sont les informations qui l'intéressent. Ensuite, si on le traduit en fonctionnalité, ce sera avoir des retours des personnes sur chantier, avoir une information sur la sécurité, enfin, on peut lister tout ça et tout ça, on va le traduire en dernière étape par un choix technologique. Donc, trouver des outils ou les créer qui permettent de faire ces formulaires, d'automatiser l'envoi d'une information. Et donc, du coup, ce choix technologique, il doit se faire vraiment à la fin et pas au début. Parce que si on met une mauvaise techno entre les mains des utilisateurs, gros risque de non-utilisation et d'échec de projet. Pour répondre à la question du budget, ici, je pense que c'est aussi, faut le voir de l'autre côté, c'est de se dire quel est mon budget pour ensuite lancer le projet. Puisque en fonction d'un budget, on peut proposer des choses différentes. Et un outil du marché ou un outil sur mesure ne va pas coûter le même prix. Et donc, du coup, on va pouvoir orienter ça. Je donne un exemple factice. Imaginons que j'ai besoin d'un CRM. Créer un CRM sur mesure, on peut être sur des budgets à 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, voire même plus. Utiliser une solution du marché, donc type HubSpot ou n'importe quel CRM, Pipedrive, on est sur des abonnements à 30 jusqu'à 100 € par mois. Donc, on n'est pas sur les mêmes budgets. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir définir son budget pour choisir ensuite la techno. Et nous, dans nos projets, comme on fait du sur-mesure, on vient intégrer cette notion-là. Donc, c'est-à-dire que quand on démarre un projet, on va voir dans quelle fourchette budgétaire on se place pour justement proposer des solutions technologiques adaptées et tout en étant basé sur le process. Je vois une question dans le chat, je vais y répondre tout de suite. Donc, la question. J'ai mon chef de projet qui s'en va. Comment faire en sorte que le projet ne tombe pas à l'eau? C'est une question c'est une problématique qu'on rencontre souvent quand on fait des projets digitaux. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et bien, là, il y a une vraie notion de passation qui est assez forte. C'est-à-dire que si le projet est en cours de production, il faut organiser une passation, bien entendu, entre les deux chefs de projet et ensuite organiser avec votre partenaire ou avec tous les membres de l'équipe une passation globale. Pour la production, ce qui est important, c'est que on puisse suivre le chemin qui est déjà tracé et toujours aligner les visions. Quand on a un changement de direction ou de gestion de projet, la personne qui va arriver va vouloir peut-être apporter sa patte euh, et amener sa valeur au projet. Ce qui veut dire que quand on est dans le cadre d'une boîte externe qui fait le projet avec vous, c'est quasiment un nouveau départ, en fait, repartir à zéro. Et donc là, l'important, c'est d'aligner les visions, que tout le monde soit en phase pour éviter de foncer dans le mur. Et de la même manière, si le projet est déjà sorti et que le chef de projet s'en va, là, on fait une passation et logiquement, côté appropriation des utilisateurs, si le travail a déjà été fait, il y a moins de risques. Par contre, de la même manière, on aligne les visions parce que si on a une roadmap produit qui va être amenée à évoluer, il faut le savoir tout de suite. Et ce qui est important, c'est vraiment que tout le monde soit en phase et que on soit sur la même longueur d'onde pour éviter justement les effets de bord et perdre en qualité de projet. Tac, tac, tac. J'ai une question. Une autre question. Ah oui, il faut que je la lise, pardon. Donc, pas de question spécifique, mais on constate trop de plateformes différentes dans l'entreprise, de plus de 100 employés, choisies par chaque département. Cela cause des problèmes quand on veut traquer, par exemple, les données ESG cohérentes. Ça, c'est un gros sujet qu'on voit. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure du Shadow IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile de
de prendre une solution par business unit, de la prendre même en perso. Imaginons qu'on veuille tester un outil, que ce soit commercial ou environnemental ou n'importe. On peut prendre sa carte bleue perso, utiliser la période de test et donc rajouter une stack. Le gros risque à ça, c'est principalement la sécurité, puisque forcément, quand on est dans une énorme structure, les failles de sécurité se multiplient, puis on a des utilisateurs. Et, euh, et donc, sur ces problématiques-là, le sujet que nous, on peut apporter, c'est la connexion entre les outils, entre eux, pour éviter le millefeuille. La rationalisation aussi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le Digital Lab. C'est une de nos offres où on vient accompagner la DSI pour discuter avec le métier, comprendre quel est leur process, quels outils sont en place et voir s'il n'y a pas des duplicata, si on n'a pas des outils en double, voir si on ne peut pas rationaliser en connectant les outils entre eux. Et ça, c'est un gros sujet. Et pour ça, dans la vision que je peux avoir, alors ça c'est un côté un peu subjectif, mais qui vient d'un retour d'expérience, c'est que il faut créer du lien entre la DSI et les métiers. Et ça, donc parfois on a des facilitateurs dans l'entreprise, parfois c'est des personnes extérieures, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir un lien et que la DSI soit pas là en mode policier à toujours dire non, non, il faut respecter nos normes, il faut avancer, mais plutôt qu'on ait une notion de partenaire et de facilitateur. Et donc ça, c'est assez important. Et apporter aussi de la flexibilité puisque on a dans des projets digitaux la vision ultime, très sécurisée, très en phase avec les normes du groupe. On a la version réelle qui est toujours plus bas. Et l'idée, c'est de savoir placer le curseur, d'amener à l'excellence, mais de parfois être aussi un peu flexible sur des petits projets annexes ou des choses comme ça. Euh, je vois, alors je vais reprendre la question de Stéphane juste après et je vais, mais de rien, déjà pour la réponse. Et je vais reprendre une question qu'un de nos clients nous avait posée et je reviens sur la question de Stéphane juste après. Donc, comment faire en sorte que mes utilisateurs s'approprient l'outil que j'ai mis en place? Ici, on est dans une notion d'onboarding. Donc, quand on fait un projet digital, ça a beau être un projet digital, derrière, on a de l'humain. Et quand les humains ne veulent pas faire quelque chose, ils ne le feront pas. Et donc, du coup, ici, on a une notion d'onboarding qui est assez forte, puisque les utilisateurs finaux vont être ceux qui vont l'utiliser au quotidien. Et si l'outil ne leur plaît pas à cause d'une mauvaise ergonomie, problème fonctionnel, quelle que soit la raison, on est sûr de se planter sur le projet. C'est pour ça que moi, sur ces sujets-là, je recommande de les intégrer dès la phase de conception du produit. C'est-à-dire que quand on est en recueil du besoin, c'est important de voir l'utilisateur final et de discuter avec lui, de l'intégrer aux ateliers, de le faire parler, de comprendre pour que, au-delà du besoin fonctionnel, que lui, en fait, se sente intégré dans le projet. Et quand nous, on travaille pas mal avec des usines. Et sur les usines, en fait, quand on travaille avec un responsable QHSE ou un responsable de production, bah, c'est les sujets digitaux, c'est pas leur spectre habituel, mais ça leur fait plaisir parce que ça les sort aussi d'un contexte de travail. Donc c'est aussi pour eux un moyen d'avoir de la nouveauté dans leur job et de se prendre au jeu. Et donc en fait, les intégrer dès le début, ça va faire en sorte que le projet soit une réussite derrière. Ensuite, dans la phase de conception, pourquoi pas les faire tester, leur faire tester le produit. Et ensuite, une fois que le produit est mis en place, l'outil est mis en place, là, il faut intégrer de l'onboarding in-app, c'est-à-dire des tutoriels, de pouvoir proposer du contenu pour le faire vivre dans le temps. Pourquoi pas une FAQ en ligne dynamique qu'on peut faire évoluer, créer des contenus vidéo pour expliquer comment utiliser l'application, de faire du contenu texte, de la documentation. Donc tous ces leviers-là qu'on va envoyer par des séquences mail ou autres, ça c'est la partie digitale de l'appropriation. Par contre, on est sur des projets qui sont toujours basés sur l'humain. Et donc, du coup, sur ce sujet-là, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir une notion humain derrière, c'est-à-dire
de faire des sessions de formation, de faire des présentations à l'équipe globale, de faire vraiment de faire vivre le produit, mais à travers des événements physiques. Et donc ça, c'est plutôt pour la partie organisation. Et après, un autre point qui va un peu plus loin que la question, mais auquel je pense, c'est que on peut aussi faire en sorte la mise en place d'un outil soit une réussite quand on intègre quelqu'un de la direction dans le projet, un ambassadeur qui va, lui, sponsoriser le projet en interne et en parler, puisque forcément, lui va en parler à ses équipes, va en parler au COMEX, va en parler un peu partout. Et donc derrière, ce projet digital va faire va rayonner en interne. Et donc du coup, les utilisateurs auront plus tendance aussi à écouter et donc à se l'approprier. Je repars sur la question du chat. Donc, je travaille à la DSI. Je voulais savoir comment peut-on donner de l'autonomie au métier tout en ayant de la visibilité sur les outils utilisés. Alors, on a commencé un peu à y répondre tout à l'heure. C'est ce qui est intéressant avec ça, c'est d'avoir de la flexibilité. Et pour moi, je pense que c'est la DSI qui doit initier ce lien-là avec le métier et donc de mettre en place des outils, no-code ou low-code par exemple, qui permettent sans compétences techniques, d'avoir la main dessus et pouvoir créer soi-même ses applis. Ça, c'est un sujet qui est assez intéressant puisque si on a un outil no-code ou low-code, par exemple, qui permettent de créer ses propres applis, l'outil est validé par la DSI et le métier peut créer lui-même ses applis, sauf que la DSI aura une vision sur tout. Donc, une vision sur la sécurité, sur la qualité de données, etc. Donc ça, cette notion de gouvernance, elle est hyper importante et comme ça, on laisse aussi de l'autonomie au métier. Dans le schéma qu'on voit, nous, sur lequel on accompagne nos clients, alors là, c'est plutôt focalisé groupe, ma réponse, mais sur les groupes, c'est un schéma qu'on voit souvent, c'est que la DSI met en place quelqu'un dans l'équipe métier, donc quelqu'un du digital, qui vient avec les RH, avec la maintenance quand on est dans l'usine, qui est production maintenance, qui est avec les achats, enfin voilà, qui vient s'accorder avec l'équipe métier. Et cette personne-là, en fait, va être le référent pour créer des outils, mettre en place des choses et accompagner la transformation. Et comme ça, en fait, on a une notion de lien entre les deux équipes et on sort du schéma où je suis responsable achat et j'ai besoin de supprimer Excel de mon suivi et d'avoir une application. Je demande à la DSI qui a pas de dispo, qui attend, et donc du coup ce qui va m'amener à moi-même me débrouiller et donc créer ce shadow IT, ces problématiques-là. Donc je vous invite à réfléchir à ces organisations-là. Euh, j'ai travaillé sur ces sujets-là, je l'ai mis en place, donc n'hésitez pas si vous voulez plus tard qu'on recreuse et qu'on parle de ces sujets, c'est avec grand plaisir. Tac. En attendant d'avoir une question dans le chat, je vais ajouter la troisième question. Donc, j'ai plusieurs sujets à digitaliser. Par où commencer? Ici, c'est une vaste question. Et moi, ce que je recommande là-dessus, c'est de créer une feuille de route, c'est-à-dire de démarrer sur tous les sujets qu'on peut avoir. Donc, se faire une liste, discuter avec chaque personne de l'entreprise pour aller recueillir du besoin. Une fois qu'on a tout ça, on voit tous les sujets qu'on peut traiter. Maintenant, la priorité, ça va être, enfin, le sujet, ça va être de prioriser. Et ça, en fait, je pense que c'est très subjectif. Ça dépend de votre organisation, ça dépend de votre organisation. Moi, quand j'ai accompagné sur des sujets de ce type-là, ce que je recommande, c'est quand même d'intégrer une notion de retour sur investissement, d'intérêt. Donc, pour prioriser, on liste tous les sujets, on voit celui qui va nous rapporter plus en termes de gains de données, de gains de temps, de gains d'argent, enfin vraiment de retour sur investissement fort, et on priorise comme ça. Ça, c'est un premier axe. Et ce qui est intéressant avec cet axe-là, c'est quand on est dans une notion de valoriser le projet en interne, de montrer que ça marche
et du coup de débloquer du budget ou de rassurer sur les prochaines actions qu'on veut digitaliser, bah, quand on est sur un retour sur investissement assez fort sur les premiers sujets, forcément, ça rassure la direction, ça rassure les gens qui sont peut-être réfractaires au changement. Et donc, du coup, amener une grosse valeur sur ces sujets de transformation. Deuxième critère pour prioriser, bah, c'est forcément le budget. C'est-à-dire que on peut avoir des super projets, des gros chantiers de transformation. Le risque, c'est que si ça coûte très cher, bah forcément, on met plus de risques, plus de temps, plus d'enjeux. Et donc derrière, l'idée, c'est plutôt de trouver le bon équilibre entre budget et retour sur investissement et de prioriser comme ça. C'est comme ça que je conseille de le faire. Euh, et un dernier conseil sur cette question-là, c'est peut-être d'en parler aussi autour de vous, puisque si vous travaillez avec des prestats ou si vous avez des gens dans votre réseau pro ou perso qui travaillent sur des sujets de digitalisation, de leur demander leur méthode, comment est-ce qu'ils fonctionnent sur ces questionnements-là, puisque, comme je le disais, c'est assez subjectif, mais en échangeant avec vos pairs, je pense que vous pouvez trouver des solutions qui sont assez intéressantes. Et donc, du coup, quatrième question, comment convaincre ma direction de débloquer du budget? Eh ben, ça, c'est c'est une très bonne question qu'on peut voir souvent. Il y a la version un peu filou, où les invités au resto, vous êtes sympa, mais pas sûr que ça marche toujours. La notion, je pense, qui est assez forte là-dessus, c'est que quand on est dans une logique de direction d'entreprise, ce qu'on veut, c'est c'est monter en puissance financièrement, la boîte se développe, monter en puissance RH, plus de monde, monter en productivité. Enfin, vraiment, c'est vraiment cette notion-là que la direction attend. Et en excellence opérationnelle, tous ces sujets-là, c'est assez fort. Donc, comment convaincre la direction? Moi, j'aurais tendance à toujours donner le spectre de l'acculturation et du retour sur investissement. L'acculturation, si on a une direction qui est très réfractaire, donc une boîte familiale qui a 100 ans, qui est passée de père en fils ou de petit grand-père en petit-fils et qu'on veut et qu'on n'a pas du tout cette culture du digital, bah, première étape, c'est déjà de rassurer, de montrer ce qui se fait ailleurs. Peut-être si vous venez d'arriver dans une boîte et que vous avez déjà eu des réussites sur des projets digitaux, bah, amener ces retours-là, en parler. Ça, c'est le premier point pour ouvrir un peu les chakras et rassurer. Deuxième point, sur cette notion de convaincre sa direction, c'est d'amener cette notion de retour sur investissement. Quelque chose de tout simple, mais nous, on a eu un cas justement il n'y a pas longtemps où la personne avec qui on échangeait devait, enfin, travaillait et sa semaine prenait 150 heures. Donc, on est sur de la grosse semaine, on est pas loin du max possible de travail. Et donc, du coup, sur ces 150 heures de travail, on était à, on était 95% du travail était de la relance chronophage, du mail, de l'appel sur des tâches à faible valeur ajoutée. Vérifier de la disponibilité, réserver, enfin, des choses qu'on peut complètement automatiser. Donc là, avec l'appli qu'on va créer pour eux, on va réduire ce temps de travail à 10, 15 heures par semaine. Donc là, on est sur une économie d'échelle qui est monumentale. On fait du divisé par 10 quasiment. Et ce qui est très intéressant, donc premier retour sur investissement, bah, le temps, forcément, tu réduis. Deuxième notion hyper intéressante, c'est que aujourd'hui, là, il n'y avait plus de capacité. Physiquement, c'était impossible de faire rentrer plus de monde, enfin plus de clients, et donc gérer plus de sujets. Donc là, grâce à cette économie de temps, on peut faire rentrer du nouveau business. Donc là, clairement, la direction sur cet investissement, euh, si on réfléchit d'une manière financière ou satisfaction des équipes, enfin, vraiment temps de travail, vraiment logique globale,
là, la question, elle se pose pas. Donc, d'amener les bons arguments, de montrer la valeur ajoutée et vraiment apporter de la valeur, c'est ce que je recommande pour débloquer du budget et le faire dans une logique aussi de connaissance du groupe ou de l'entreprise, enfin de la PME, de la startup, de l'entreprise. C'est que si vous faites un bénéfice de 100 000 euros par an ou un bénéfice de 40 millions par an, forcément, les budgets que vous pouvez débloquer, vous les jaugez par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs une transition sur quel budget dois-je avoir pour une transformation digitale efficace. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc, du coup, pour répondre à cette question du budget pour avoir une transformation digitale efficace, c'est une question qui est assez large. Et donc, du coup, je vais essayer d'y répondre, mais en adaptant le discours. Mais pour moi, le budget, en fait, comment dire, on va pas choisir un budget en fonction d'une transformation qu'on veut faire. C'est plutôt l'inverse, c'est de se dire, OK, combien je peux allouer? Qu'est-ce que dans ce budget je peux faire? C'est-à-dire que une transformation digitale, ça peut se faire d'énormément de manières possibles. On peut mettre en place uniquement la refonte d'un site internet, comme aller digitaliser 100% de l'entreprise, supprimer Excel, supprimer le papier. Enfin, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de la transformation digitale sur des objets physiques aussi. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités. Et en fait, où est-ce qu'on va placer le curseur? Quand vous achetez une maison ou vous construisez une maison, si vous avez un budget de 200 000 euros ou de 2 millions, vous n'allez pas construire la même maison. Quand vous allez chez un concessionnaire et que vous lui dites je veux une voiture, il peut vous proposer une Clio comme une Porsche. Donc, il y a un moment où il faut voir où est-ce qu'on place le curseur. Et donc, la première question, c'est de définir ce budget-là. Comme je l'évoquais juste avant, je pense qu'il faut se baser sur chiffre d'affaires et bénéfices de l'entreprise, ce qui va vous permettre de jauger. En fait, imaginons que vous ayez à la fin de l'année sur votre entreprise 500 000 euros de bénéfices. Donc, je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices. Et sur ces 500 000 euros, vous voulez réinvestir 100%. Parce que dans votre stratégie de boîte, on réinvestit 100%. Dans ce budget-là, vous allez avoir des choses qui sont déjà placées et imaginons que vous ayez 200 000 euros réservés pour le digital. Sur ces 200 000 euros, comment je recommande d'investir? C'est de ne pas y aller à moitié. Si je sais que j'ai 200 000 euros, en fait, je vais prendre une marge de sécurité, on va dire 50 000 euros. Les fourchettes que je donne sont vraiment adaptées en fonction de votre activité, de votre stratégie, etc. Mais c'est plus pour vous donner des idées de réflexion. Et donc, du coup, je prévois une enveloppe de sécurité. Si jamais j'ai d'autres sujets, si jamais j'ai envie de tout passe bien et que cette enveloppe, j'ai pas besoin d'y toucher, j'ai envie de réinvestir sur d'autres sujets. Si jamais dans mon projet, il y a eu des effets de bord et je dois réinvestir pour finaliser, voilà. Toujours bien d'avoir une sécurité. Et ensuite, sur ces 150 000 euros restants, je me dis, OK, ça, c'est mon budget. Ne pas forcément se dire, j'ai 200 000 euros, donc je vais investir que 50 000 euros pour voir. En fait, vous allez être frustré parce que, comme je le disais, hein, on peut faire des choses pour tout type de budget. Et si on en a toujours pour son argent, donc si on investit une petite somme, enfin petite par rapport à son budget global, on va avoir un résultat qui est en adéquation. Donc là, on est dans un truc de frustration si on se lance sur le digital puis on démarre parce que on va pas avoir assez de résultats par rapport à ce qu'on imaginait. Donc voilà, toujours réfléchir comme ça. Et après, ce que je recommande, c'est de démarrer, pour revenir à la question de Stéphane ou je sais plus quelle question. Je recommande de focaliser sur des actions qui sont à forte valeur ajoutée. Donc, on démarre, on va pas lancer tous les projets d'un coup, peut-être les lancer un par un et d'aller focaliser sur un premier sujet qui va être une grosse réussite pour l'entreprise, une grosse réussite financière, une grosse réussite en termes de confiance des équipes, etc. Puisque comme ça, vous allez pouvoir valoriser cet argent, avoir un retour sur investissement
et quitte à tout de suite en fait avoir de retour sur investissement et de pouvoir réinvestir ou recapitaliser et donc que ce budget soit lisse dans votre année. Donc moi je vous recommande de faire comme ça et après pour avoir une transformation digitale efficace, si je focalise sur ce mot, travailler avec Smart, hein. Non, il faut trouver les bons partenaires et les bonnes équipes aussi, puisque le budget ne fait pas tout. Il faut avoir des gens en face qui soient sérieux, en interne comme en externe, et qui justement vous accompagnent sur la bonne réflexion, la bonne manière de travailler et surtout une manière adaptée à votre entreprise. Puisque une PME qui n'a pas de culture digitale ou une startup 100% digital native, on va pas travailler de la même manière sur les projets, puisque la culture n'est pas la même. Donc, avoir les personnes qui savent s'adapter, qui savent trouver les bons leviers et les bonnes manières d'avancer, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, voilà, j'ai répondu aux questions qu'on avait déjà en amont, quelques questions du chat. Si, est-ce que si les personnes ont encore des questions, je vous laisse peut-être les poser directement dans le chat. Nous, ce format-là de questions-réponses, c'est un format qu'on veut peut-être continuer dans le temps. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, nous envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. On le propose aussi en one-one pour des questions parfois de plus stratégiques. Donc ça, n'hésitez pas également, c'est des choses qu'on peut faire. Là, on a fini sur toutes ces personnes avec qui on est très fiers de travailler. Comme vous pouvez le voir, nous, on accompagne tout type de structure, hein. On a des boîtes qui sont très petites. Je crois que notre plus petit client sont 2 dans la structure et des boîtes un peu plus grosses comme la SNCF ou DPD qui sont voilà, des gros groupes. Et donc, on est très content de travailler avec eux et on les a accompagnés sur les projets de digitalisation. Donc, pareil, si vous voulez entendre parler un peu plus d'eux pour des partenariats ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. On fera des mises en relation avec grand plaisir. C'est aussi la notion qu'on a chez ToSmart d'être un partenaire business plus qu'un partenaire digital. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc je pense qu'on a fini. Merci à tous. Tout smart.